On va parler aujourd'hui de comment étudier sa concurrence en matière SEO. On va en parler rapidement. On va essayer de comprendre pourquoi et comment. Alors, normalement, quand on se présente au début, on fait toujours un petit peu de pub. Moi, la pub, je la garde pour la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un loader. En plus, il doit y avoir des gens qui ont un adblock installé. C'est pour ça que ça ne veut pas se charger, ma pub. Donc, tant pis. Donc, je m'appelle Kevin Richard. Je suis consultant SEO. Je suis co-créateur de l'outil SEO Observer. J'habite pas très loin d'ici, à côté du lac du Bourget. Donc, en Savoie. C'est un lac un petit peu plus petit que le vôtre, mais nous, pour compenser, on a plus de charges et d'impôts, donc ça va, l'un dans l'autre. Alors, je m'étais dit, voilà, je vais en Suisse, je vais mettre le drapeau de la Savoie, ça va faire une petite connexion et tout, mais j'ai oublié qu'en fait, les frontaliers avaient une très mauvaise réputation ici, donc oublié. Alors, on va parler de veille concurrentielle. En fait, l'idée, c'est vraiment c'est vraiment de comprendre pourquoi étudier ses concurrents, étudier les leaders sur un secteur en matière de SEO, c'est absolument fondamental. Alors, juste avant, il faut bien se rendre compte qu'on a très peu de temps. Donc, je vais devoir résumer en une demi-heure. On va faire une demi-heure de présentation et un quart d'heure de questions-réponses. C'est délibéré. Je vais devoir résumer en une demi-heure ce que je dis d'habitude en 5 ou 6 heures. Donc, un taux de compression assez élevé. Donc ce sera juste un avant-goût, évidemment. Hein. On va simplement chercher à problématiser et faire en sorte de susciter l'intérêt par rapport à cette question-là et vous donner évidemment les outils pour que vous puissiez le faire tout seul. Si vous avez des questions, des points que je n'ai pas abordés, on pourra en discuter après, à la pause. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on va chercher à étudier comment fonctionnent ses concurrents ? D'abord parce que, en fait, la première place, c'est un enjeu colossal. Ceux qui le savent, alors ça dépend dans quelles industries vous êtes. C'est vrai que si vous faites le référencement d'une association ou d'une ONG, bon, vous n'allez peut-être pas être forcément touché par ça, mais si par exemple vous êtes premier sur des gros mots-clés comme assurance voiture, assurance auto ou j'en sais un mutuel ou des choses comme ça, en France, aux États-Unis, etc., c'est des montagnes de fric qui sont en jeu. C'est vraiment des choses qui sont difficilement imaginables. Donc le SEO, en fait, c'est un vecteur qui a un énorme retour sur investissement. Oui ? C'est vrai, exactement, c'est vrai. J'avais pas vu les choses comme ça, c'est vrai. Donc la personne disait, même pour les ONG, elles ont parfois un objectif de récolte de dons, donc ça peut être effectivement essentiel d'être en première place. Alors, c'est vrai que je distingue un petit peu parce que les ONG, elles ont généralement une communication assez globale et donc elles vont faire de la pub, télé, etc. Et c'est vrai que l'aspect transactionnel qu'on pourrait avoir par exemple pour quelqu'un qui va chercher un comparatif d'assurance ou un comparatif de tablette ou quelque chose comme ça, il va être légèrement moins important. La personne elle va avoir moins tendance à dire j'ai envie de donner de l'argent, mais c'est effectivement extrêmement pertinent. Donc en fait, la première place c'est un enjeu colossal parce que tout le monde veut prendre sa place, celui qui est là. Et parmi tous ceux qui sont ici, parmi tous ceux qui sont en train de monter, il y en aura peut-être un dans quelques mois qui aura réussi à prendre cette première place et partir. Donc voilà, l'idée numéro 1, c'est que la veille, elle est fondamentale pour gagner la première place, pour monter sur la première place. Mais la veille, elle est également fondamentale pour conserver la première place. Ceux qui connaissent, c'est le trône de fer. C'est un trône qui a tendance à avoir un gros turnover. Donc du coup, quand on y est, on n'est pas forcément en sécurité. Voilà, il faut étudier ce que font les concurrents pour vérifier justement qu'on n'est pas à la place de ce mec-là qui va se faire doubler par celui-là, par exemple, au bout de quelques mois. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il faut observer ce que font les concurrents à la fois pour monter et à la fois pour rester là où on est. Alors, pourquoi étudier ses concurrents ? Je préfère aussi bien mettre un gros warning.
ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens qui m'ont dit ah regarde, il y a un tel, il est arrivé en première place et tout, regarde la technique qu'il a utilisée, je veux absolument qu'on fasse la même chose. Par exemple, des clients qui m'avaient déjà dit ça. J'ai un client qui m'a appelé sur un mot-clé pas très concurrentiel de type restauration dans une grande ville française, de type capitale. Et du coup, il m'a dit ah purée, il y a un tel qui m'a appelé, il a commencé à référencer le site de son client, il est en train de monter, il va peut-être même nous dépasser. Alors j'ai étudié le linking, j'ai regardé comment est-ce que la personne avait travaillé, et c'était de l'encre exacte, etc. Toujours la même chose qui revenait. Je lui ai dit ok, t'inquiète. Je lui ai dit en principe, voilà, on s'approche d'octobre. Je lui ai dit bon, en principe, d'ici 3 semaines, son problème il est réglé. Fais rien, touche à rien, on va bien voir. Et donc du coup, effectivement, la personne en fait, elle est montée, elle s'est pris une pénalité. Donc du coup, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit je donne des formations si tu veux. Et du coup, en fait, l'idée, c'est en fait de dire, c'est pas parce que quelqu'un a tendance à monter très rapidement sur une thématique qu'il faut absolument copier son exemple. Ou alors, il y a une méthodologie pour faire ça. Généralement, ce qu'on dit, c'est que si vous avez un site e-commerce, il vaut mieux que vous gardiez votre site e-commerce extrêmement protégé en faisant voilà, quelque chose de très très sain, de faire du content marketing, inbound, machin, etc. Et puis si vous voulez à côté, vous pouvez envoyer des affiliés ou des faux affiliés. C'est-à-dire que vous allez avoir des sites qui, eux, vont se charger d'occuper les premières places. C'est une stratégie, ensuite, bon, on va pas trop s'éterniser sur cette question-là, mais bon, on peut avoir aussi le beurre et l'argent du beurre. C'est une stratégie, par contre, à bien vérifier. On peut également, par exemple, avoir son produit. Si c'est par exemple le nom d'un produit, on peut avoir sa fiche produit ou sa fiche sur Amazon, par exemple, et pousser la fiche Amazon. Envoyer Amazon au front. Comme ça, si Amazon se prend une pénalité, ma foi, ils sauront s'en remettre. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je dois copier uniquement mes concurrents? Est-ce que je dois les copier déjà? Oui, non. Est-ce que je dois m'intéresser uniquement à mes concurrents? Ou est-ce que je dois également m'intéresser aux leaders au pluriel? En fait, l'idée, c'est de se dire, si je suis dans une thématique qui est très peu concurrentielle, où il y a très peu de mouvements, où finalement les gens ils sont là depuis des années et ça n'a pas bougé, ça ne servira peut-être pas à grand-chose de copier leur stratégie. Moi, ce que j'aime bien, c'est étudier des thématiques sur lesquelles je ne suis pas forcément, mais sur lesquelles je sais que c'est très transactionnel, par exemple, le mot-clé, où la notion de marque n'existe absolument pas. Tout ce qui est comparatif ou comparateur X ou Y, c'est quelque chose qui est généralement très intéressant à surveiller. Donc moi voilà, par exemple je vais étudier régulièrement, je vais regarder la requête rachat de crédit, je vais regarder la requête mutuelle, je vais regarder comparateur tablette, comparatif tablette, etc., pour un petit peu comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite ça permet surtout, quand on étudie les meilleurs concurrents ou les leaders dans un domaine, ça permet surtout d'avoir de la donnée immédiate et ça permet de se baser sur des faits concrets, sur des faits réels. Ça permet de chasser en fait toute la zone d'incertitude qu'on peut avoir. Parce que vous savez que dans le SEO, on entend tout et son contraire, on entend des gens qui disent une chose, d'autres qui disent une autre chose. Là, l'avantage, c'est que quand vous étudiez concrètement les gens, vous pouvez être en autarcie totale. Il y a des mecs comme ça que j'ai vu passer sur certaines thématiques, des mecs que je connais, qui ont appris le SEO sur le tas, qui ont fait tout seuls, qui participent à aucun événement, à rien du tout, qui sont en mode autarcie. Et les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés sur des thématiques, ils ont dit bon ok, lui il a fait ça, ok, tac, tac, tac. Ils ont reproduit la même chose de manière industrielle, et boum, maintenant ils trustent des très grosses places. Alors, qu'est-ce qu'on doit étudier ? Moi, j'ai mis quelque chose. Étudier ses positions, c'est SEO 2005. J'aurais même pu dire c'est SEO 2000. En fait, il y a un truc que je constate dans le domaine du SEO, c'est que très souvent, on a tendance à se regarder le nombril. On va avoir tendance à regarder ses positions. C'est-à-dire, je me connecte le matin, je regarde mes positions, je regarde, j'ai fait plus 1, moins 1, plus 2, moins 3, etc. Mais on ne s'intéresse absolument pas à ce qu'il y a autour. On ne s'intéresse absolument pas aux
au contexte, on ne s'intéresse absolument pas aux concurrents. Et ça pose d'énormes problèmes, parce qu'en fait, ça sert un petit peu à rien de regarder uniquement ses positions pour regarder ses positions. Autant regarder son trafic directement, autant se loguer sur Analytics et regarder que tout va bien au niveau du trafic. Parce que regarder ses positions, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est même impératif, mais on ne va pas aller très loin avec ça. Ce qu'il faut aussi, c'est s'intéresser à ses concurrents. Alors ces concurrents, on peut avoir simplement, on peut être dans une approche un petit peu old school en se disant bon bah mon concurrent c'est lui, lui et lui, et je vais monitorer ses positions à lui. Ou on peut également regarder la SERP entière. On peut également la SERP, la page de résultats entière. Consulter, regarder un petit peu les rankings des uns et des autres, c'est pas mal. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser aux ranking factors. Quand on commence à s'intéresser à pourquoi les concurrents sont là où ils sont. Et ça, en fait, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est qu'en procédant comme ça, si vous regardez, par exemple, j'en sais un, une fois par semaine, une fois par mois, qui est où, comment est-ce que les uns et les autres ont progressé, et qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver, donc en suivant un petit peu l'évolution de son site, en suivant un petit peu l'évolution de ses backlinks, ça vous donne une formation quasiment gratuite, continue et toujours à jour du SEO. Vous n'avez plus besoin d'être dans ce doute, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je ne devrais pas plutôt faire ci, faire ça, etc. Là, vous avez les données directement qui parlent, qu'on peut difficilement maquiller. Alors, qu'est-ce que ce sont les outils qui permettent de faire ça? Vous avez, on va dire, 3 plus 1 catégorie d'outils. Vous avez, alors je ne les ai pas mis sur ce graphique, vous avez tous les outils qui permettent de suivre des positions, il y en a une pléthore. Il y a Ranks, MyPoseo. Vous avez aussi Google Webmaster Tools qui vous permet tout simplement d'avoir les positions. Bon, elles ne sont pas toujours très exactes, mais voilà. Vous avez donc ces outils-là, j'en sais rien, vous en avez des gratuits, vous avez SEO Mioche Tool, vous avez Advanced Web Ranking, enfin chacun en a un, c'est en fonction de vos préférences ensuite. Donc suivre vos positions, c'est une chose. Ensuite, ceux qui m'intéressent, c'est ceux-là. Ça m'intéresse surtout pourquoi par rapport aux gros sites. En fait, là, cette première catégorie d'outils, ça va vous permettre. En fait, c'est des outils qui vont analyser le web entier quasiment. Ils vont analyser de 6 à 30 millions de mots-clés, énormément de mots-clés, et ils récupèrent la première page, ou la première ou les 2 premières pages. Et à partir de ces éléments-là, ils peuvent en déduire à peu près le trafic que vous faites. Alors c'est toujours très 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 grossier et jamais très fidèle, parce que en fait ce qu'ils utilisent comme méthode, c'est de dire bon si je suis premier, j'ai un CTR de 19%, si je suis deuxième, j'ai un CTR de 5%, etc., etc. Donc ensuite, en additionnant tout le trafic fois votre position qui donne votre CTR, ils arrivent à déduire un petit peu ce que c'est le trafic que vous faites. L'avantage avec ces outils-là, alors ce que je viens de décrire, c'est surtout pour Yoda Insight, SEMrush et Searchmetrics. Parce que Alexa, lui, il s'en fiche du référencement sur Google. Lui, c'est pas ça sa méthodologie. Sa méthodologie, c'est d'installer une petite barre, un plugin chez les gens, enfin de laisser les gens installer ça, pour ensuite consulter un petit peu, avoir des statistiques sur la fréquentation. Donc ça permet de s'affranchir de l'aspect SEO pur. Ça permet également d'avoir tout le trafic lié aux réseaux sociaux. Donc, ces outils-là, en fait, vont vous permettre de suivre de la donnée agrégée. Ça va vous permettre en fait de pouvoir suivre en gros un rang. Alors chacun a son rang, hein. Je crois que ça doit être du UV-Rank ou du U-Rank, je ne sais plus pour Yoda. SEMrush, il a un SEMrush Rank, et puis Searchmetrics, ils doivent en avoir un aussi. En gros, vous avez une seule courbe qui permet d'agréger toutes vos données au même endroit. Vous avez également Majestic et Ahref, qui sont 2 outils qui en fait eux vont crawler le web pour analyser quels sont les backlinks qui sont faits vers chacun des sites. La différence avec Google Webmaster Tools, c'est que vous avez les backlinks de vos concurrents, alors que Webmaster Tools, vous n'avez que vos propres backlinks. Parfois, il s'avère, moi j'ai déjà vu que Majestic remontait des backlinks que Google Webmaster Tools n'avait pas encore détectés. Donc ça, c'est bon à savoir. Vous avez une troisième catégorie d'outils. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la donnée de SEMrush et j'ai pris la donnée de Majestic, et j'en ai rajouté en plus de la donnée, et puis j'ai tout mélangé là-dedans pour avoir tout qui est concentré au même endroit.
Donc pour les gros sites, comme je vous ai dit, il faut suivre de la donnée agrégée. Et moi, celui que je préfère, c'est SEMrush, à titre perso, parce qu'il est sur plusieurs marchés. Il est sur le marché Yoda Insight, il est que sur le marché français. SEMrush, il est sur le marché US, il est sur la Suisse aussi, il est sur plusieurs endroits. Donc SEMrush, c'est vraiment celui que je recommande. Si vous voulez suivre de la donnée agrégée. Ensuite, alors la méthodologie, c'est quoi? Donc comme on a vu précédemment, on va identifier les secteurs clés qu'on va vouloir monitorer. Donc soit son propre secteur, ses propres mots-clés, soit les mots-clés où sont les SEO, donc comme je vous ai dit, rachat de crédit, mutuelle et compagnie, et plein d'autres niches, devis et compagnie. Donc on va identifier des niches, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans le temps pour voir, on va voir deux choses. On va voir s'il y a eu du changement entre deux dates, et on va surtout regarder où étaient ceux qui sont là aujourd'hui, donc pour voir s'il y a eu des progressions, des gens qui sont apparus, et on va voir surtout où sont ceux qui rankaient précédemment. Par exemple, ceux qui avaient fait des grosses campagnes de spam, etc. J'avais détecté ça, par exemple, sur certaines thématiques, plombier, serrurier, etc. Il y en avait qui étaient très bien positionnés, et en fait, il y en a qui se sont fait éclater suite à Pingouin, par exemple, mais il y en a qui sont restés. Et quand on analyse le linking, c'est des choses qui sont à la limite du hacking. C'est horrible, le linking qui est fait. Et pourtant, on a des exemples de sites comme ça. Alors, je vous laisserai regarder. On a des exemples de sites comme ça qui étaient présents il y a déjà 6 mois, 1 an, qui sont toujours présents avec du linking, avec une méthodologie comme ça de linking absolument horrible, à la limite du hacking. Donc le hacking, hacker des sites, poser des liens dessus et obtenir de la popularité comme ça, ce qui est strictement illégal. Alors, où étaient ceux qui rankent aujourd'hui et où sont ceux qui rankaient hier? Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on a étudié où sont ceux qui rankaient hier, s'ils sont toujours là, ça veut dire que leur méthode elle est pérenne, en tout cas sur la période étudiée, parce qu'effectivement on ne peut jamais savoir. On peut aussi avoir des sites qui sont là pendant 5 ans, et puis du jour au lendemain il y a une nouvelle mise à jour de Google qui sort, et là effectivement tout est balayé. Donc là malheureusement on ne peut pas lire dans le futur. De toute façon, si vous voulez prendre aucun risque, vous faites aucun lien, vous faites rien, et puis vous rankez jamais, vous faites jamais pénaliser, mais vous n'avez aucun trafic, donc tout va bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la stratégie. Alors, la petite astuce, si vous n'avez pas eu du monitoring actif, vous pouvez remonter dans le temps, généralement sur beaucoup de sites, grâce à archive.org. Donc, grâce à ce site-là, vous pouvez regarder un petit peu sur quelques pages, notamment la page d'accueil, quelle était la structure du site avant et quelle est la structure du site maintenant. Et grâce au backlink, on peut également remonter dans le temps et voir un petit peu ce qui a été fait au fil du temps. Alors, par exemple, que sont-ils devenus? J'avais regardé sur la requête Plombier Paris, et entre deux dates, je ne me souviens plus exactement, c'était séparé de quelques mois ou de quelques semaines, je ne me souviens plus. En gros, l'idée, c'est qu'à gauche, j'ai tous les résultats qu'il y avait avant sur Plombier Paris, et à droite, j'ai tous les résultats qui sont là maintenant sur Plombier Paris. Ça date un petit peu la capture, mais... Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir, ici, si je regarde à gauche, je vais regarder tous ceux qui se sont cassés la figure, puisque c'est logique, ils étaient là avant et maintenant, ils n'y sont plus. Et à droite, je vais regarder... voyons voir. À droite, je vais regarder ceux qui sont arrivés. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai Plombier Paris premier? Ah oui, ensuite il y a des notions de sous-domaines, de choses différentes. Donc en fait, je peux m'intéresser par exemple à différents sites qui étaient là avant et qui ont disparu, et vice-versa, pour ensuite analyser la stratégie. Une veille, elle doit vous permettre d'être à la fois réactif, donc faites en sorte d'avoir une surveillance hebdomadaire, voire quotidienne sur certaines requêtes, et faites en sorte de surveiller aussi les gros moments où ça change. Quand il y a par exemple des mises à jour, Google Pingouin, Panda, etc., Google Fantôme, j'ai même entendu Ornithorynque, apparemment c'est ça le nom de la dernière, je ne savais pas. Il est pas noir et blanc pourtant cet animal, donc c'est un peu bizarre. Cette veille, elle doit également être efficace. En fait, faites en sorte de surveiller juste
un ou deux gros mots-clés, par exemple. Et enfin, voilà, vous devez faire en sorte de développer derrière une stratégie pérenne ou risquée. C'est à vous de voir, ça dépend de votre thématique, ça dépend si c'est votre site, ça dépend si c'est celui du client, ça c'est un choix stratégique à faire. Et pour devenir ensuite meilleur que vos concurrents, ce qui est essentiel, c'est de comprendre l'esprit. Il ne s'agit pas d'être là et de se dire « Ah tiens, tel concurrent a eu un article chez tel blogueur ». Ce n'est pas ça l'idée. On peut aller voir tel blogueur en disant « Oui, vous avez fait un article sur un tel, est-ce que vous ne voudriez pas en faire un vers moi ?» Mais l'idée, c'est plutôt de se dire bah, « Il a eu des liens depuis des blogueurs, bah, je vais aller faire la même chose ». J'ai un exemple, un client qui était dans le domaine de l'emailing. Lui, ce qu'on a fait, c'est je lui ai fait un audit en fait, et au lieu de faire un audit, moi je fais légèrement, enfin je fais des audits on site, mais je fais surtout de l'audit de la concurrence. Et je lui ai dit bon bah voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos plus gros concurrents et on va analyser comment est-ce qu'ils font pour générer du trafic en fait. Et on a regardé quels étaient leurs URL positionnés, lesquels généraient du trafic, et à partir de là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de trafic qui était généré suite à, par exemple, des outils gratuits. Par exemple, de la validation de regex. C'est-à-dire, il y avait plein de webmasters qui cherchent comment valider qu'une adresse mail est bien une adresse mail. Voilà, avec une expression irrégulière, etc. Donc, je leur ai dit, voilà, si vous voulez, on a évidemment priorisé les mots-clés, mais je leur ai dit, si ensuite vous voulez vraiment capter de la notoriété, bah, vous avez aussi cette piste-là. Faire des outils, faire des tutos, des choses comme ça, qui permettent de donner des ressources gratuites aux gens. Ça permet de capter du trafic. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de capter l'esprit. C'est pas de rester collé en disant bah, je vais faire exactement comme l'autre, c'est plutôt d'aller un petit peu plus loin. Alors ça, c'était un exemple que j'avais cité il y a quelques temps. L'idée, en fait, c'est que là, vous avez les rankings, d'accord? Donc, plus c'est haut, mieux c'est. Et là, vous avez chaque ligne, en fait, c'est des backlinks qui ont été créés. Donc moi, ce qui m'intéresse, je vois que par exemple, il y a une grosse hausse. Allez, là, le site, il était 13e, 14e, et d'un seul coup, il passe sur la première page. Donc ça veut dire que moi, ce qui va m'intéresser d'analyser, ça va être toute cette campagne-là qui précède la première page. Qu'est-ce qu'il a fait pour être à la base en position 30, voire avant il était en position 60, 70. Qu'est-ce qu'il a fait pour passer de la position tout en bas pour passer à la position dans la première page? Donc je vais analyser toute cette partie-là de backlink. Je vais faire un filtre sur la date. Tout cela, il m'intéresse évidemment, mais ce n'est pas ceux qui sont les plus essentiels. C'est peut-être ceux-là qui ont permis de passer du bas de la première page au haut de la première page, en top 3. Mais voilà, je vais plutôt m'intéresser à cette position-là. Enfin, à ces backlinks-là. Et dans le cas présenté, c'était là, par exemple, c'est une grosse campagne d'annuaires. D'annuaires de mauvaise qualité, qualité moyenne. Bon. Et ça, par exemple, ce qui est super important, c'est que depuis des années, on nous rabâche que les annuaires, il faut éviter, c'est mauvais, c'est pénalisant, c'est tout ce qu'on veut. Or, ce site-là, depuis septembre, ouais, depuis cette date-là, donc depuis fin septembre jusqu'à maintenant, il est tranquille en première page dans les premières places. Donc moi je veux bien les gens qui disent ouais il faut éviter, il ne faut pas faire ça, etc. Sauf que ces gens-là, bah, ils restent en page 4 ou 5. Ou pas ensuite s'ils ont vraiment un contenu exceptionnel. Mais là par exemple, en étudiant la stratégie de votre concurrent, vous pouvez immédiatement comprendre ce qu'il a fait. Et ça c'est une info en or d'un point de vue SEO, c'est une info en or. Ça permet de vous dire bon bah voilà, ça marche, en ce moment ça marche. Ça va peut-être pas marcher dans un an, peut-être que dans un an, 6 mois ou même demain, ça ne marchera plus. Mais en attendant, en ce moment, ce qui marche, c'est ça. Avec cette manière de procéder, moi-même, j'ai changé des méthodes que j'avais. Il nous reste 6 minutes. J'en suis à un quart. Non, je rigole. Plus sérieusement, non. Voilà, moi, j'ai changé, par exemple, des méthodes que j'avais. Par exemple, ce qui marche à fond aussi en ce moment. Alors, je tiens à préciser, là, je donne aucun jugement moral ou aucune recommandation. Je constate simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. En ce moment, les annuaires, ça marche. Ça met un petit peu de temps, par contre, parce que la campagne d'annuaire, elle commence en juillet.
ça commence à payer en septembre-octobre. Donc 2 mois, voire 3 mois. En ce moment, c'est ça les délais. Il y a aussi une autre chose qui marche très bien en ce moment, c'est par exemple les réseaux de sites. Les réseaux de sites privés, quand on rachète des sites, quand on récupère des sites qui étaient expirés et qu'on change de thématique, etc. Ça marche très 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 bien en ce moment. Il y a des sites entiers qui se positionnent uniquement grâce à ça. Ensuite, vous, comme j'ai dit précédemment, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous voulez ne surtout pas mettre en danger votre site, auquel cas vous gardez votre site avec vos méthodes classiques, et par contre vous lancez des petits sites, des sites secondaires en fait. Soit vous décidez de prendre un peu plus de risques et d'envoyer sur votre site directement, mais ça c'est à vous de faire un choix. Moi ce que je recommande aujourd'hui, ce que je pense clairement, c'est que premièrement en 2015, c'est complètement fou d'avoir une stratégie qui est basée uniquement sur le SEO. C'est vraiment extrêmement risqué et voilà, faut pas oublier que Google il a des sautes d'humeur et il peut du jour au lendemain décider que ce qui était bien un jour ne l'est plus maintenant. Donc avoir une stratégie basée 100% sur du SEO, c'est du suicide. Et avoir une stratégie SEO basée 100% sur un seul site internet, c'est extrêmement risqué. Et personnellement, moi je préfère avoir toujours 1, 2, 3, 4, 5 sites, voire des dizaines, mais ça dépend des thématiques, mais au moins ça permet de diluer le risque et d'en avoir un. S'il y en a un qui saute, ben voilà, il y en a déjà un autre qui est quasiment prêt à prendre la relève. Et avec ensuite des jeux de redirection, c'est possible voilà, de récupérer certains positionnements. Alors, j'ai mis ce schéma, il est un petit peu long à expliquer, mais on va passer très rapidement, puisque l'idée c'était quand même aussi de catégoriser les backlinks de ces concurrents et faire en sorte d'avoir vraiment d'en tirer le maximum. Les dimensions d'un backlink. Ça, c'est une diapo que je mets systématiquement parce que pour moi, elle est essentielle. On ne peut pas commencer à parler de netlinking si on n'a pas bien en tête tous ces éléments-là. En fait, un backlink, le mieux, c'est s'il réunit toutes ces données-là de la manière la plus optimisée, avec des énormes guillemets, hein, ce que je dis optimisé, de la manière la plus optimisée possible. Le meilleur backlink, c'est celui qui aura... alors ça, c'est plutôt un facteur, on va dire, qui peut apporter du négatif. Donc le meilleur backlink, ce sera celui qui aura une encre pas forcément optimisée, qui aura énormément de trust, beaucoup de jus, qui est beaucoup cliqué, qui est dofollow, qui a un contexte exactement dans la thématique que vous visez et qui en plus est positionné premier sur la requête que vous visez. Là, vous ne pouvez pas faire mieux. J'ai vu un exemple là-dessus sur la thématique billets d'avion. Il y avait un site comme ça qui était dans les premières places, dans le top 5, il me semble. Ils ont voulu lancer un deuxième site. Le deuxième site, il est arrivé en 15e place d'un seul coup, uniquement avec un lien d'un site en top 5 sur la thématique. Donc ça, c'est par exemple les rankings du site qu'on cherche à pousser. C'est quelque chose qu'on ignore généralement à tort, mais il faut savoir voilà, que le meilleur backlink, si vous avez un backlink aujourd'hui depuis les 10 premiers sites sur une thématique, vous passez premier. C'est évident, c'est immédiat et c'est systématique. Remettez en perspective ce que je viens de dire. Hein. Je dis c'est immédiat. Dans les faits, avec Google, rien n'est systématique. Donc ça relève plus de la magie, notre profession, que de la science ou du hasard. Non, plus sérieusement. Donc les dimensions d'un backlink, c'est ça. On va essayer d'éviter d'avoir trop d'encres optimisées. Pingouin, c'est ça. Pingouin, c'est des encres. C'est ce qu'on avait fait là au cours de la mise à jour de Pingouin en octobre 2014. On a pris sur 3000 mots-clés, on a pris tous ceux qui se sont fait pénaliser, tous les sites qui se sont fait pénaliser, qui étaient dans les 3 premières pages. Il me semble qu'on en avait 3000 ou non, beaucoup plus, je ne sais plus combien. Bon, je sais plus, il y avait énormément de sites. On a regardé leur pourcentage d'encre optimisée. Ça a été passé par la moulinette de Sylvain, qui est par ici, qui est juste à côté. Il l'a passé à la moulinette et on en a déduit que Pingouin, c'était à 95% exclusivement lié à l'encre. Vous pouvez vous faire pingouiniser avec que des très beaux backlinks, mais si vous avez une encre optimisée, Pingouin. Si vous avez
des liens de mauvaise qualité mais sans encre optimisée, pas Penguin. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors c'est pour ça, généralement, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, j'ai envie de faire ça prochainement, un générateur de discours SEO suite à une mise à jour Google. Vous voyez, avec un texte qui tourne à chaque fois. Une nouvelle mise à jour a eu lieu, il pénalise les sites de mauvaise qualité et fait remonter les sites de bonne qualité. Enfin voilà, grosso modo, c'est toujours ça qu'on peut lire. Penguin, oh, les sites de mauvaise qualité. Non, Penguin égale encre. Point. Le trust. Le trust, c'est une donnée qui est difficilement explicable. Pour faire simple, le trust, c'est que si vous avez des sites sur lesquels, si vous avez des backlinks depuis des sites sur lesquels vous êtes prêt à laisser votre carte bleue, c'est un site trusté. Sinon, il n'est pas trusté. Ça, c'était il me semble que c'était quelque chose que Matt Cutts avait donné. Il avait dit, est-ce que vous seriez prêt à laisser vos coordonnées bancaires sur ce site? Oui ou non? Si oui, c'est un site qui est de bonne qualité. Ça, c'est un excellent indicateur. Le jus, alors j'ai mis PageRank, le PageRank visible n'est plus mis à jour, mais le jus, en fait, ça c'est essentiel pour moi, ça va être en fait si vous connaissez la théorie du PageRank, c'est plus vous avez de liens qui pointent vers vous, plus vous avez de jus à redispatcher, à envoyer vers les autres. Ça, c'est assez essentiel. Je vais passer rapidement. Ceux qui veulent en discuter après, ils viendront me voir à la pause. Clic. On a aujourd'hui des liens qui sont indexés alors qu'ils étaient envoyés que depuis des emails ou que depuis des AdWords. Vous connaissez tous le fléau avec AdWords, c'est que vous avez des pages de votre site qui sont indexées avec, dans les paramètres de l'URL, gclead. Gclead, c'est AdWords qui ajoute ce paramètre automatiquement. Google ne crawl pas ses propres pages, puisqu'il y a un robot.txt, et Google Google ne crawl pas ses propres pages, et en plus c'est un lien JavaScript, donc ça fait double obstacle. Pourtant, ces liens-là, ils sont référencés, alors même qu'il n'y a aucun lien externe qui pointe vers eux. Ces URL-là, quand elles sont indexées, en fait, c'est simplement parce qu'elles sont cliquées. Du coup, on est persuadé aujourd'hui que Chrome permet justement de renforcer, d'aider Googlebot à faire son travail. Chrome, il envoie des données vers Googlebot qui Googlebot ensuite vient explorer, mais Chrome est un énorme mouchard. La question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce que Google est prêt à tuer ses projets gratuits qui lui rapportent rien de manière très rapide, Google Buzz, je crois, je ne sais plus ce que c'était. Voilà. À chaque fois qu'il y a un projet qui lui rapporte rien, il est prêt à le tuer immédiatement. Pourtant, Google Chrome, ça rapporte strictement rien, mais il le pousse, il fait des pubs dans le métro, il veut absolument devenir le premier navigateur au monde. Bah, c'est simple, quand il s'est rendu compte qu'il était à l'ouest au niveau des réseaux sociaux, il s'est dit bon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de voir tout ce qui se passe sans avoir besoin de demander l'autorisation aux uns et aux autres. Bah, c'est simple, si on est le navigateur, automatiquement on sait ce qui se passe et on voit tout. Donc voilà. Do follow, no follow, on va chasser tout de suite les légendes urbaines. Le no follow, alors je suis obligé de dire l'expression, toute chose égale par ailleurs. Le no follow, donc c'est-à-dire avec des clics identiques, du jus identique, des encres identiques, etc., toute chose égale par ailleurs, le nofollow ne sert strictement à rien. L'idée, c'est pas de comparer en disant ouais, mais vaut mieux un backlink nofollow qui est très cliqué par rapport à un backlink dofollow qui est planqué. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est que à clic équivalent, le nofollow ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, quand vous faites une campagne de désaveu, c'est comme si vous disiez à Googlebot que les sites, les liens qui pointent vers vous, ils doivent passer en nofollow. La preuve, c'est que en fait, quand vous faites une campagne de désaveu, pour qu'elle soit prise en compte, il faut que Googlebot repasse sur le lien. Donc en fait, quand vous faites une campagne de désaveu pour dire « je veux plus de ce lien-là », c'est comme si vous modifiez légèrement le fichier de config de Googlebot en lui disant « bon ben, tel lien qui pointe vers tel endroit, tu dois lui appliquer un attribut nofollow ». Et du coup, comme ça, c'est pris en compte. Donc le nofollow ne sert à rien. Aujourd'hui, il existe des agences qui se targuent de travailler pour des grands groupes du CAC 40, etc., qui font des backlinks de liens nofollow, qui font des campagnes de backlink nofollow en disant ouais, mais vous comprenez, aujourd'hui c'est dur et tout. C'est vu, on en a parlé encore il y a 2 semaines. Le contexte, est alors il y avait Aurélien qui avait partagé, Aurélien Berru qui avait
partagé une excellente infographie qui parle énormément. Enfin, c'était pas une infographie, c'est une capture d'écran qu'il avait faite, qui montrait un petit peu la valeur, la puissance d'un lien. Et je suis absolument d'accord avec ce qu'il avait fait. Vous irez voir sur son blog. Par exemple, les liens footer, ils sont un peu bof. Par contre, le lien au niveau du contenu, il a une puissance absolument phénoménale. Et enfin, les rankings, on en a parlé précédemment. Alors, on va avancer. Ça va être un... Bon, je suis désolé, je vais devoir passer sur certaines slides. Citation Flow, Trust Flow, c'est des données qui ont été mises en place, c'est des indicateurs qui ont été mis en place par Majestic, qui cherchent justement à comprendre un petit peu la puissance d'un lien. Le Citation Flow, c'est plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, même des liens de type spam, etc., plus votre Citation Flow augmente. Alors que le Trust Flow, c'est des liens de très bonne qualité. C'est que les liens VIP, entre guillemets. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 1 million de sites de bonne qualité, ils les ont sélectionnés à la main, et ensuite ils ont regardé quel degré de séparation mon site avait par rapport aux liens, aux sites de très bonne qualité, genre Washington Post, etc. Et donc, c'est comme ça, c'est une sorte de flux en fait qui se répand. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces indicateurs? Parce qu'aujourd'hui, à titre personnel, et je ne suis pas le seul, mais on est plusieurs à penser que ce qui se rapproche le plus du PageRank, c'est le Trust Flow de chez Majestic SEO. C'est vraiment un très très bon indicateur. Moi maintenant, je regarde quasiment plus que cet indicateur-là, avec d'autres indicateurs évidemment, quand je dois acheter un site ou quand je dois évaluer un petit peu la qualité d'un site. Trust Flow versus Citation Flow. Alors, votre linking est-il de qualité? Voilà, ça revient exactement à se demander combien est-ce que vous avez de VIP dans vos clients. Pour faire simple, vous avez deux indicateurs dont je n'ai pas le temps de parler malheureusement, mais ces deux indicateurs-là qui vont de 0 à 100, c'est une échelle logarithmique. Si vous faites une division entre ces deux indicateurs-là, entre le Citation et le Trust Flow, si vous avez moins de 50%, le lien est de très 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 mauvaise qualité. Si vous avez 70%, c'est voilà ce qu'on peut trouver de manière générale sur le web. Si vous avez 100%, voire plus de 100%, c'est un lien d'excellente qualité. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder. Alors, les indicateurs totalement ignorés pour qualifier un petit peu la qualité d'un site ou d'un backlink, c'est les rankings du site. Moi, si je vois un site qui ne rank absolument pas ou qui rank plus sur une requête, avoir un lien depuis ce site-là, ça peut être légitime, mais ce ne sera pas ce que je vais cibler en priorité. Il faut savoir, ça je vais mettre une énorme pondération par rapport à ce que je viens de dire, c'est que voilà, un backlink avec une encre exacte depuis un réseau de sites russes, ça marche très bien. C'est pas recommandé, mais ça marche. Les pages indexées aussi, quand je vois que j'ai un partenaire ou un site qui me fait un lien et que d'un seul coup il se fait désindexer toutes ces pages, je vais avoir tendance à lui dire écoute, si on peut rediscuter plus tard du partenariat, si tu peux enlever ton lien en attendant. C'est peut-être de la parano, mais voilà, je préfère prendre toutes les précautions. Ensuite, voilà, pour vérifier la qualité d'un lien, moi c'est mon linking par exemple. Il y a quelqu'un qui a voulu améliorer mon référencement visiblement puisqu'il m'a fait plein de liens de partout depuis plein de sites, surtout des livres d'or, Guestbook. Donc quand on voit que dans son linking on a guestbook.php qui revient systématiquement, voilà, moi je vois Guestbook, je me rappelle pas avoir signé des livres d'or, donc généralement je désavoue. Surtout quand on voit le détail. Voilà, quand on affiche le détail de guestbook.php, quand on voit tous ces trucs-là, les sites autrichiens, .cc, je ne sais même pas ce que c'est, .de, np, etc. Bon, voilà, ça on parlait d'évaluer la qualité d'un lien, voilà. Alors, simplement pour reprendre, pour faire simple, on a parlé quoi? De l'importance d'observer ses concurrents. Qu'est-ce qui marche? On essaie de regarder pour trouver ce qui est positif, plutôt ce qui a un impact sur les rankings. Pour trouver ce qui est négatif, on se sert de différents indicateurs, puisque le positif, il a un impact assez rapide au niveau des rankings, mais le négatif, ça peut attendre des mois avant qu'il y ait une sanction qui tombe. Donc voilà ce que je fais par exemple aussi, quand je veux regarder un petit peu mes backlinks, je regarde tous les sites qui sont hébergés sur une IP autre que FR, US, UK, NL et irlandaise. J'aurais pu rajouter CH, désolé, la boulette.
Donc c'est bon, là il n'y en a pas ici, donc voilà. Ça ne veut pas dire que c'est des sites de mauvaise qualité, mais je veux dire 9 fois sur 10, c'est un site ukrainien qui est hébergé sur une IP en Ukraine ou au Brésil ou je ne sais pas où. Voilà, je ne me sens pas forcément très à l'aise avec ce genre de lien. Alors attention, parce que vous avez des systèmes aujourd'hui comme Cloudflare ou plein d'autres, même chez OVH, où vous pouvez avoir des IP à l'autre bout du monde. Vous pouvez vous retrouver avec une IP, effectivement. Bon, généralement, je ne crois pas qu'OVH ait beaucoup d'IP en Ukraine, mais voilà, vous pouvez, attention, voilà, vous pouvez vous retrouver avec une IP indonésienne, par exemple, alors que vous avez un site hébergé complètement ailleurs. C'est parce que l'IP qui apparaît en front, c'est celle de Cloudflare, enfin d'un serveur de Cloudflare. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est regarder les TLD, en fait. Je regarde tous les TLD qui ne sont pas FR, Comnet, Org, Info, Pro, EU et CH évidemment. Donc quand on a voilà, des TLD, donc le TLD c'est l'extension du nom de domaine, tous ces TLD là, ça peut être intéressant de faire une review. Voilà. Franchement, du TLD en .br, j'ai jamais à avoir un lien en .br, quoi qu'il arrive. Je pourrais même limite mettre une règle automatique. .br, voilà. Merci. Voilà, j'ai terminé. On va faire les questions-réponses maintenant, et puis ensuite on fera la fin. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pour agréger mes données, alors, il y a deux solutions avec SEMrush. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans d'Excel ici. En fait, je n'ai pas de capture d'écran malheureusement. Ce que je fais, c'est que pour les données de ranking, je prends la liste des mots-clés de SEMrush, les 1000 plus gros mots-clés. Il te donne à chaque fois mots-clés, CPC, volume et compagnie, et l'URL qui rank. Ensuite, j'agrège tout ça avec un tableau croisé dynamique sur Excel, par exemple. Et ensuite, j'agrège ces données-là par URL. Ça me permet d'avoir une URL avec tous les mots-clés sur lesquels il rank. Ça permet d'avoir une thématique en fait, des mots-clés, parce qu'il peut y avoir des mots-clés complètement différents, mais c'est la même URL qui rank. Moi, je fais ça personnellement sur l'outil, sur SEO Observer. Il y a un rapport automatique qui est généré, qui fait ça, justement. Mais sinon, ouais, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du rapport, c'est en faisant ça avec Excel, avec un tableau croisé dynamique. Quand on a l'habitude, au bout d'un moment, ça prend plus que 2 minutes, mais voilà. Ouais. 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 Ouais, complètement. Alors, effectivement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent. Ils sont pas bêtes, ils font ça uniquement par rapport à leur marché. Ils regardent la taille du marché, ils se disent bon, il y a X%. Voilà. Alors Searchmetrics, je connais mal, mais effectivement, j'ai eu. Faut que je vois avec eux. Faut que je vois le coût. Faut que je vois le coût. Supprimer, vu qu'ils sont pas sur le, on n'a pas accès directement à ces backlinks. Comment on les enlève? Alors ça, moi, je sais que ce qu'il faudrait faire normalement, c'est contacter chacun des webmasters. J'avais posé la question en 2011 au SEO Campus à Paris, aux personnes de chez Google. Je leur avais dit, imaginez qu'il y a quelqu'un qui me fait une campagne de négative SEO, qui me fait plein de backlinks. L'outil d'Isavo n'existait pas encore. Comment est-ce que je pourrais faire? Et la réponse qu'il m'avait faite, c'était faudrait contacter chacun des webmasters en lui demandant qu'il enlève le backlink. J'ai dit, vous avez vu ma tête? Franchement, je vais aller... Donc moi, pour répondre à la question, ce que je fais quand je vois un backlink négatif, disavo direct. Pas de discussion, pas de... Voilà, je fais un fichier des aveux, je le pousse dans Webmaster Tools et puis voilà. Moi, j'ai une petite question aussi. Ouais. À un moment, tu dis j'ai plusieurs sites, voire plusieurs dizaines, au cas où s'il y en a un qui saute, il y en a un autre pour prendre le relais. Ça, je suis pas sûr d'avoir compris. En fait, sur certains mots-clés, il y a des mots-clés qui sont tellement importants pour moi sur mon activité éditeur de site. Donc, voilà, je suis consultant, j'ai un outil aussi, mais j'ai aussi une activité où je suis éditeur de site. Il y a des mots-clés voilà, où il faut absolument que je sois dans le top 3, quoi qu'il arrive, parce que c'est là que j'ai 50% de mes revenus qui arrivent. Donc, je ne peux pas me permettre de laisser tomber ça. Donc,
ce qui se passe, c'est que j'ai toujours, toutes les semaines, généralement, je vais lancer un site en plus. Je vais lancer un site. Alors ce site-là, attention, hein, c'est pas un portail machin, c'est une ou deux pages avec du contenu, on va dire, agrégé, avec une intelligence artificielle qui pond du contenu automatiquement. Alors, intelligence avec des gros guillemets, hein, plutôt un truc artificiel qui... voilà. Non, plus sérieusement, ça peut être une page simple avec quelques mots. Et je vais généralement mettre ça sur un domaine expiré que j'ai récupéré. Alors, c'est la grande mode en ce moment. C'est pas forcément... La question que tu me poses, c'est par rapport à moi ce que je fais, donc je te réponds ce que je fais. C'est pas forcément ce que je préconise à tout le monde. Mais moi, voilà, je prends des domaines expirés, je mets un contenu un peu bizarre dessus, à optimiser. J'attends de voir où est-ce qu'il monte, et à partir de là, quelques annuaires, quelques liens par-ci par-là, et voilà, le site il va arriver en 3e, 4e page. J'ai des thématiques comme ça où la 3e, 4e et 5e page, elles sont à moi. C'est que mes sites. Ce serait bien si c'était de page 1, 2, 3, mais bon, c'est pas aussi simple. Donc c'est ça en fait ma stratégie. Comme ça, si j'en ai un qui se fait shooter, soit celui-là je vais le rediriger vers un autre endroit, soit je vais multiplier mes efforts, parce que voilà, pousser un site qui est en page 2 ou 3 vers la première page, c'est quand même plus simple que de pousser un site qui n'apparaît nulle part et qui est complètement nouveau. Donc ça me permet de gagner du temps en fait. Mais généralement, voilà, j'ai 2 sites en première page toujours. Super. Juste pour revenir sur ce que tu as dit avant, mais il n'y a pas un risque que Google te blacklist quand il découvre que c'est toi qui as mis le même contenu, même s'il est un peu agrégé, modifié? Si, il y a un gros risque. Ah non, mais clairement, il y a un gros risque. Il y a un gros risque. Et Google, une fois qu'il y a quelqu'un qui peut remonter votre réseau, c'est simple. Hein, si un être humain peut le faire, Google est largement capable de le faire. Ils arrivent à balancer des voitures qui conduisent toutes seules. Donc, il y a bien un moyen pour qu'ils retombent sur un truc. Alors, moi, ce que je fais, c'est que personnellement, bon, c'est plus trop le sujet de la conférence, mais je vais quand même répondre. Moi, ce que je fais, c'est que je mets sur des IP différentes, avec des registraires différents, des WHOIS différents, et puis j'essaye, si possible, d'avoir des thèmes complètement différents. Un WordPress par-ci, un Spip par-là, un Drupal par-là aussi. Donc, je fais en sorte de vraiment casser les choses pour, si possible. Dans les faits, c'est plutôt de la police par défaut, Times New Roman, et puis voilà. Mais il y a un risque que Google détecte tout le réseau, qu'il blacklist tout, qu'il fasse un gros ménage. Il y a un risque, le risque est assumé. Moi j'ai une petite question. Donc tu passes beaucoup de temps à analyser les backlinks des concurrents. Tu fais du contenu un peu sale. Voilà. C'est subjectif, mais c'est subjectif. Moi je le trouve très beau mon contenu. C'est Google qui l'aime pas. Et du coup, en fait, après toi, donc tu vas beaucoup ranker avec les liens. Tes liens, tu vas les poser manuellement ou tu vas utiliser de l'automatisation dessus? Avant, j'étais très automatisation. Maintenant, un petit peu moins, parce qu'avec l'avantage, c'est avec les réseaux de sites expirés, ce qu'on appelle les PBN, Private Blog Network. Avec les PBN, maintenant, on peut gagner énormément de temps. On a déjà des liens, on a déjà des sites qui ont entre 10 et 100 liens. Et ces sites-là, ensuite, il suffit de mettre un contenu sale, optimisé, avec un lien vers le site que je veux positionner, et ensuite ça va monter tout doucement. Donc ça va être, j'ai envie de dire, moitié-moitié entre automatisation et manuel. Ensuite, alors je précise juste un truc, c'est que quand j'ai un site qui commence à bien se positionner, je vais quand même essayer d'avoir du vrai contenu. Voilà. Je crois aussi énormément au bounce rate, donc au fait que si la personne arrive et qu'elle ne trouve pas ce qu'elle cherche sur le site et qu'elle repart, je suis certain que le site il se fait dégager au bout d'un certain temps. J'avais le cas par exemple sur Banque en ligne, j'avais vu ça, il me semble que c'était AXA Bank qui se positionnait mais qui ne proposait pas de banque en ligne. Et c'était le seul sur une période de 6 mois à s'être fait dégager. Les autres c'était des comparatifs, des vraies banques en ligne, mais il n'y avait que AXA Bank qui proposait rien. Alors pourtant c'est une grosse puissance. Donc voilà, simplement le site qui rank, je vais essayer quand même de le faire un minimum joli, qui répond à la requête de l'utilisateur avec un contenu quand même assez pas trop désagréable. Oui, Kevin, petite question, qu'est-ce que tu préconises qu'est-ce que tu fais quand un de tes sites se fait shooter? Alors quand un de mes sites se fait shooter, ça n'arrive jamais. Quand un de mes sites se fait shooter,
j'essaie de jouer avec les 301, avec les redirections. La 301 à terme, généralement sur une pénalité automatique, transmet toujours la pénalité. Mais temporairement, ça peut permettre, faire une 301 vers un autre endroit, ça peut permettre de s'affranchir d'une pénalité. Ou alors ce que je fais, c'est que généralement le site qui rank, il a très peu de liens directs. Il va y avoir beaucoup de liens qui vont pointer vers un fusible. Le fusible fait une 301. Comme ça, le site final se fait déglinguer. Le fusible garde tout le jus et je renvoie vers un deuxième site, un troisième site, etc. Enfin, je change comme ça le site final. Bon, c'est une technique un peu... Pourquoi je renvoie pas vers mes concurrents J'ai tendance à croire que, en fait, le problème avec le negative SEO, avec le link building, c'est que ça peut être à double tranchant. Alors, la réponse officielle, c'est non, c'est pas éthique, il faut pas le faire. Mais la vraie réponse, c'est ça peut aussi renforcer le concurrent, mine de rien. On ne sait pas. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient fait du negative SEO, manque de peau, le site monte. Donc voilà. Voilà. Alors, si c'est la fin, je vous parle juste une petite seconde de mon outil. Donc SEO Observer, c'est une solution voilà, qui concentre à la fois les rankings sur, pour l'instant, 50 000 mots-clés. Bientôt, on va multiplier ce chiffre par un facteur que je ne peux pas encore dire aujourd'hui. Pardon ? Voilà. Et il y a aussi voilà, le fait de pouvoir surveiller les rankings sur du .ch qui va arriver, c'est vrai, ça c'est vrai. Et même le truc d'avant aussi. Donc, l'idée avec cet outil-là, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que toutes les archives soient accessibles. Vous rentrez dans l'outil, immédiatement, vous pouvez regarder qui était là sur la requête devis fenêtre il y a 1 an. Voilà, vous n'avez pas besoin de... Ça ne commence pas le jour où vous vous inscrivez. Vous pouvez remonter dans le temps comme ça. Et vous pouvez remplacer votre outil de backlink. En fait, on a les données de Majestic. Si vous avez une utilisation standard, on va dire, vous pouvez complètement remplacer votre outil de backlink. Il y a plein de features qui sont chez nous, qui ne sont pas chez les autres. Par exemple, la timeline de backlink. Vous pouvez analyser sur une page entière. Vous pouvez prendre les 10 premiers sites. Vous vous concentrez au même endroit tous les backlinks de tous ces sites. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe sur la requête. On fait une formation dans 10 jours à Paris, si vous êtes motivé. Une formation de 3 jours, c'est high level. Si vous êtes intéressé, vous venez me voir après. Merci. Merci Kevin.